Lettre 86. Je t'écris de la villa même de Scipion l'Africain, où je me repose, non sans m'être prosterné devant ces mânes et l'autel qui recouvre à ce que je présume les restes du grand homme. Pour son âme, elle est remontée au ciel d'où elle était venue. Ce qui me le fait croire, ce n'est pas qu'il ait commandé de grandes armées, ce fou de Cambyse en a fait autant et sa folie fut couronnée de succès. C'est sa noble modération, sa piété patriotique, encore plus admirable à mon sens, quand il renonça à sa patrie que lorsqu'il la défendit. Ou Scipion devait être perdu pour Rome, ou Rome perdre ses libertés. Loin de moi, dit-il, la pensée de toucher aux lois et aux institutions, que l'égalité demeure entière entre tous les citoyens. Jouisse en moi, ô ma patrie, du bienfait que tu as reçu de moi. J'ai été l'agent effectif de ton indépendance, je serai aussi la preuve effective de ta liberté. Je pars si tu estimes que j'ai atteint plus haut qu'il ne te convient. Comment n'admirerais-je pas un pareil homme, une pareille grandeur d'âme? Il s'exile volontairement, il soulage la cité de sa présence. Les choses en étaient venues à ce point que la liberté devait attenter contre Scipion, ou Scipion attenter à la liberté. Attentat sacrilège des deux parts. Il s'effaça donc devant les lois et choisit pour retraite Literne, voulant que l'État lui fût autant redevable de son propre exil que de l'exil d'Hannibal. J'ai vu la villa tout en pierre de taille, le mur enfermant la forêt, les tours de défense des deux côtés de l'entrée, en contrebas des constructions et des massifs de verdure, masquant une citerne qui suffirait aux besoins d'une armée entière, et un cabinet de bain étroit, ténébreux, selon la coutume du vieux temps. Il fallait l'obscurité à nos ancêtres pour qu'ils se sentissent bien au chaud. Je pris un très vif plaisir à considérer la manière de vivre de Scipion par rapport aux habitudes d'aujourd'hui. Dans ce réduit, la terreur de Carthage, le héros à qui Rome doit de n'avoir été qu'une fois prise, baignait son corps fatigué de rustiques travaux. Car il peinait aux champs et, comme citoyen des âges antiques, conduisait lui-même la charrue. Le grand homme a tenu sous ce plafond sordide. Voici le vil palais que ses pas ont foulé. À présent, qui souffrirait de se baigner dans de semblables conditions? On se regarde comme pauvre et crasseux si les parois de la salle de bain ne diffusent pas l'éclat de larges disques de marbres incrustés, si des marbres de Numidie s'incrustent pour les faire ressortir dans les marbres d'Alexandrie, si le tout n'est entouré d'un encadrement recherché, multicolore, comme si c'était de la peinture, si du verre ne cache la voûte, si le marbre de Thasos, jadis pièce rare, curiosité de quelque sanctuaire, ne revêt les piscines où nous étendons nos corps, dont une transpiration prolongée a déjà exprimé toutes les humeurs, si l'eau ne coule de robinet d'argent, et je ne parle encore que de la tuyauterie des gens de peu, si je décrivais le bain de nos affranchis, que de statues, que de colonnes, qui ne portent rien, et que l'on a plantées là par goût de la dépense, pour le décor, toute cette eau qui ruisselle en assourdissante cascade, nous sommes arrivés à ce point de délicatesse que nous ne voulons plus marcher que sur des joyaux. Dans ce bain de Scipion, il y a, au lieu de fenêtres, des meurtrières taillées en plein mur pour laisser entrer la lumière sans nuire à la défense du castel. Aujourd'hui, on appelle trous à mythes les bains qui ne sont pas agencés de façon à recevoir par d'immenses fenêtres le soleil toute la journée, qui ne permettent pas de se tremper et de se haler la peau en même temps, où l'on n'a pas vu de sa baignoire sur la campagne et la pleine mer. C'est ainsi que ces mêmes termes qui, lors de l'inauguration, attiraient la foule et passaient pour des merveilles, semblent déshonorants, sont relégués aux antiquailles, quand le luxe mondain a imaginé quelqu'une de ces nouveautés qui lui servent à s'éclipser lui-même. Jadis, les bains publics étaient rares et sans aucune décoration. À quoi bon décorer un endroit où l'on entrait pour un quart d'as
et dont l'invention était due non pas au plaisir, mais au besoin. L'eau ne se répandait point par-dessous, perpétuellement renouvelée comme le jet d'une source chaude. Les hommes d'alors ne croyaient pas devoir tant regarder à la transparence de cette eau qu'ils allaient salir. Mais, ô Dieu, quel plaisir de pénétrer dans ces bains sombres et grossièrement crépis, dont on aurait su qu'un édile comme Caton, comme Fabius Maximus, comme l'un de ces Scipions, en avait réglé de sa main la chaleur. C'était une attribution, c'était une fonction de ces illustres édiles qu'il exerçait tout comme une autre. Il visitait les lieux où le peuple avait accès, il y faisait régner avec la propreté une bonne et saine température, non point celle à laquelle on a imaginé de nous soumettre depuis peu, température d'incendie telle qu'il n'y a qu'à baigner vif l'esclave convaincu d'un crime. Bain d'eau bouillante, bain d'eau chaude, je ne vois plus de différence. J'entends ici des gens fulminer contre Scipion et sa rusticité affreuse. De larges châssis vitrés n'envoyaient pas la lumière dans son étuve. Il ne rôtissait pas au grand jour et ne se promettait pas de digérer au bain. Le pauvre air, comme il comprenait mal la vie, son eau n'était pas filtrée, mais souvent trouble, et quand il pleuvait un peu fort, presque bourbeuse. Cela ne le gênait guère. Il venait laver sa sueur, non ses parfums. Imagines-tu ici les prosternations de certaines gens? Je n'envie guère ce Scipion, c'était vraiment vivre en banni que de se baigner de la sorte. Si l'on savait le pire, il ne prenait pas son bain tous les jours. Au témoignage de ceux qui ont rapporté les us et coutumes de l'ancienne Rome, on se lavait chaque jour les bras et les jambes tout bonnement. En raison des souillures contractées dans le travail, on ne prenait un bain complet qu'au jour de marché. Il est permis que l'on dise, évidemment, ces gens étaient d'une malpropreté sans nom. Quelle était, à ton avis, l'odeur de ces gens-là? Ils sentaient la guerre, le labeur, toutes odeurs viriles. Depuis l'invention de ces bains si propres, l'homme est plus sale. Quand Horace veut peindre un infâme décrié pour ses raffinements sensuels, que dit-il? Basilius, tu sens le savon parfumé. De Basilius, introduit parmi nous, on dirait, il sent le bouc, et il tiendrait la place de ce Gargonius qu'Horace lui oppose. Prendre du parfum n'est plus rien, si on le renouvelle 2 ou 3 fois par jour, de peur qu'il ne s'évente sur la personne. Noterai-je qu'ils se font gloire de l'odeur comme si elle venait d'eux. Trop austère propos, diras-tu peut-être, impute-les à mon séjour dans cette maison. J'ai appris ici d'Hégialus, chef de famille plein de conscience, possesseur actuel du domaine, que des arbres, si vieux soient-ils, se transplantent. Chose à retenir pour nous, vieillards, qui ne plantons pas une ligne d'olivier dont le profit ne soit pour un autre. Et c'est ce que j'ai vu. Même une olivette de 3 ou 4 ans, qui peut être d'un rapport intéressant, Hégialus la transplante. Tu trouveras toi aussi du couvert sous cet arbre, qui pousse lentement et donnera de l'ombrage à nos arrière-neveux. Virgile le dit, c'est que notre poète ne s'attachait pas à la stricte vérité, mais à la grâce parfaite du détail, et se proposait non d'instruire les cultivateurs, mais de divertir son lecteur. Je laisse de côté mainte autre erreur qu'il a commise, mais en voici une que j'ai dû constater aujourd'hui et que j'enregistre. Au printemps se sèment les fèves, c'est alors aussi que les sillons bien ameublés accueillent luzerne, et que se place la culture annuelle du millet. N'y a-t-il qu'une saison pour les confier à la terre? Pour l'une et l'autre famille, cette saison est-elle le printemps? Tu vas en juger. Je t'écris au moment où juin décline déjà vers juillet. Eh bien, je viens de voir le même jour récolter la fève et semer le millet. Je reviens à mes oliviers que j'ai vu mis en place de 2 manières. Hégialus,
à transporter avec toutes leurs souches des sujets d'une belle venue dont il avait coupé les rameaux à un pied du tronc. Il avait pareillement amputé les racines, ne laissant que la racine maîtresse à laquelle elles tenaient. Celle-ci, bien enduite de fumier, il la plaçait dans la fosse. Il ne s'est pas contenté après cela d'amonceler la terre, il l'a foulée en piétinant. C'est ce qu'Hégialus appelle le pilonnage, et il prétend qu'il n'est pas d'opération plus utile. De fait, elle annihile l'action du froid et du vent. D'un autre côté, l'arbre, mieux maintenu, laisse ses racines naissantes s'étendre et mordre le sol. Elles sont encore si impressionnables et leurs attaches sont si précaires qu'infailliblement la moindre secousse les arracherait. Quant à la souche, il la racle avant de l'enfouir. De tout ce bois ainsi mis à nu sortent, dit-il, des racines nouvelles. Au reste, il ne faut pas que la tige s'élève au-delà de 3 ou 4 pieds. Ainsi, elle sera vite garnie de rejetons depuis le bas, et l'on ne verra pas toute une partie de l'arbre comme dans les plants d'oliviers arides, vieux et rabougris. Voici le second mode de transplantation qu'Hégialus a pratiqué. Il prend des rameaux assez forts et d'écorce tendre, tels qu'en fournissent les jeunes arbres, puis opère comme dans l'autre cas. Leur croissance est un peu plus lente, mais comme ils proviennent en quelque sorte d'une tige mère, ils ne sont jamais rugueux ou de laide apparence. Voici encore ce que j'ai observé. Une vieille vigne que l'on détachait pour la transplanter de l'arbre qui était son support. Il faut ramasser, s'il se peut, jusqu'au moindre radicelle, puis bien l'étendre sans hésiter de façon que le cep même jette ses racines. J'en ai vu qui auraient été plantées en février et même à la fin de mars. Elles se sont attachées, enlacées à des ormes, leurs tuteurs nouveaux. J'ai appris de plus que tous ces arbres que j'appelle haut montés veulent être nourris d'eau de citerne. Si c'est là le bon moyen, nous avons de la pluie à commandement. Je ne m'aviserai pas de t'en apprendre davantage, de peur de me susciter en toi un concurrent, de même qu'Hégialus a fait de moi son concurrent.